matinale. L'idée, c'est de présenter en 15 minutes, on va peut-être déborder de quelques minutes puisqu'on a un petit peu de temps et qu'on commence en retard, un retour d'expérience sur la manière dont le système DNS mondial, c'est-à-dire sur Internet, est monitoré. L'organisme qui réalise ça avec un outil que je représente aujourd'hui qui s'appelle Zabbix et est confronté à des problématiques que vous avez probablement tous et dont on va parler principalement, à savoir des engagements de niveau de service qui sont contractuels avec des pénalités financières qui lui sont imposées par son département juridique. Donc on va voir comment ces modalités contractuelles et juridiques sont transformées dans un outil open source Zabbix pour assurer une action technique, la supervision, et une action juridique, le déclenchement de pénalités à un contrat outsourcé. En quelques mots, le sujet c'est Internet. Le sujet c'est Internet. Internet, ça s'est construit sur la confiance, tout d'abord. Confiance dans un mécanisme qui est le même mécanisme que celui qu'on utilise pour un agenda téléphonique. Vous ne pouvez pas avoir dans votre tête en permanence les numéros de téléphone et les adresses e-mail, bien que ça soit un peu plus facile, de tous vos correspondants. Or, ces correspondants utilisent un numéro de téléphone. Sur Internet, on a une adresse IP qui est une adresse technique. On peut en avoir au maximum 5, 6, 10 en tête à tout moment. En aucun cas une dizaine, une centaine que l'on connaîtrait par cœur. Donc pour ça, on utilise un mécanisme d'aliasing qui s'appelle le système de nom de domaine, le DNS. Et ce système d'aliasing, il permet d'attribuer un nom à une adresse IP. Par exemple, opensourcesummit.paris à la place d'une adresse de type 10.20.30.40. D'accord ? La croissance d'Internet, on la connaît tous. Depuis 1969, on est passé des 4 nœuds de l'ARPANET à aujourd'hui plusieurs centaines de millions de systèmes qui sont connectés. Aujourd'hui, on estime même ce qu'on appelle l'Internet of Things, qu'il y a plus de devices, plus de terminaux, plus d'équipements qui sont connectés que d'utilisateurs. Cette carte de l'Internet en 2015, qui est réalisée par le projet OPT, qui a pour but de cartographier Internet, représente la connectivité de tous les nœuds. Chaque petit point que l'on voit, c'est une adresse IP qui sont représentés, donc en bleu l'Amérique du Nord, en vert l'Europe, en rouge l'Asie-Pacifique, en violet l'Amérique du Sud, et puis en blanc l'infrastructure Internet, le backbone. Ça permet de situer un peu le contexte. Alors, ce qui permet de construire la confiance là-dessus, c'est le DNS. Le DNS, c'est en quelques mots le système qui va vous permettre, lorsqu'on a une structure de type URL, URI, www.domain.org, de résoudre les différentes composants de cette requête pour trouver le système sur cette toile auquel on va s'adresser. Et donc pour ça, on a un client très simple qui utilise un protocole, très simple également, qui s'appelle le DNS. Alors il y a un organisme qui est chargé de la gestion du DNS mondial et du DNS Internet. Et cet organisme s'appelle l'ICANN. C'est l'autorité Internet pour la gestion et l'attribution des numéros et des protocoles d'ailleurs. Quand on regarde un peu parmi ces missions de l'ICANN le DNS, eh bien on s'aperçoit que l'ICANN, pour des raisons politiques, techniques, géopolitiques même, a séparé ses activités selon la structure du répertoire de noms de domaine au travers d'une hiérarchie de niveaux qui est mappée sur la hiérarchie de domaine. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le domaine racine. Le domaine racine, c'est 13 serveurs qui sont la construction fondamentale du système Internet, du système de nom de domaine Internet, dans son ensemble. Ceux-ci sont gérés par l'ICANN. Et au-delà de ces serveurs routes, on va retrouver ce qu'on appelle des TLD. TLD, c'est facile, .fr, .com, ce sont les domaines de premier niveau. Alors, en 2013, l'ICANN a introduit ce qu'on appelle des GTLD, qui sont des domaines de premier niveau génériques, qui sont au-delà des domaines classiques, .com, .gov, .edu, et qui vont comprendre des noms de domaine spécifiques, multicaractères, et des noms de domaine non ASCII. Par exemple, un nom de domaine en russe, en chinois, en thaïlandais ou en arabe. D'accord ? Ou des noms de domaine spécifiques tels que .paris, .london, .washington, etc. Les gestionnaires de cette organisation de domaine s'appellent des opérateurs de registre.
Et ce sont des entités auxquelles l'ICANN a contractuellement confié et délégué la gestion technique des opérations de domaine, c'est-à-dire l'enregistrement, la vérification, la destruction de tout domaine qui est créé au sein de ces domaines .com, .paris, .us, .cp6 et autres, ASCII ou non ASCII. Actuellement, il y en a 1190 en production, c'est un chiffre qui date de 2015, et plus ou moins, lorsqu'on comprend les domaines de test, lorsqu'on comprend les domaines en cours de création, de destruction, de transition, on arrive à peu près 1700 domaines de premier niveau, de toute forme. Et puis derrière, on a un écosystème qui part de l'utilisateur final, le propriétaire du nom de domaine, qui s'appuie sur un réseau de revendeurs, généralement les web hosters, les hébergeurs, et qui eux-mêmes accèdent à des opérateurs de registre ou à des bureaux d'enregistrement qui sont délégués, pour lesquels l'ICANN a délégué la gestion d'un domaine. Par exemple, en France, on a le gestionnaire du domaine .fr, qui est la FNIC, et qui s'occupe de, qui a un opérateur de registre, avec un opérateur de registre intermédiaire néanmoins, et qui a un contrat avec l'ICANN pour la gestion et la création de tout domaine se terminant par .fr. Alors, cet écosystème complet, il se base sur une relation entre ce qu'on appelle l'opérateur de registre, le registré opérateur et le registrar, qui est une relation qui est contractuelle. C'est-à-dire, il y a un agrément de service, qui est un document contractuel d'une 40aine de pages, et qui explique les obligations de chacune des parties. Ces parties et ces obligations, elles visent à assurer l'opération du service DNS pour le domaine concerné, pour les utilisateurs d'Internet, c'est-à-dire pour vous. Et c'est assez intéressant de regarder sur cette carte où sont ces utilisateurs d'Internet, où sont ces registrars, en millions d'utilisateurs, puisqu'on s'aperçoit que les nœuds et la vision Internet du monde est un petit peu différente de la vision et de la répartition de la population. On a notamment en Asie, bien évidemment, les nœuds les plus importants, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Russie, et en Europe autour des nœuds de Londres, de Paris et d'Amsterdam notamment. Alors cette carte est assez intéressante parce qu'on va y revenir dans quelques instants sur la partie monitoring, puisqu'on a une spécification qui exige que le monitoring soit réalisé au plus près de l'utilisateur du domaine. D'accord ? Si j'ai un domaine .paris, la majorité de ces utilisateurs sont potentiellement à Paris, et donc je vais devoir le monitorer localement. Alors en 2013, ce programme GTLD, en quelques mots, ce que j'expliquais tout à l'heure, il modifie les responsabilités et les obligations de l'ICANN pour la gestion de ces domaines. Et pour cela, l'ensemble des contrats en cours et des contrats à venir avec les opérateurs de registre sont revus par le service juridique de l'ICANN, qui est un organisme américain. Donc, j'adore les Américains, mais j'aime pas leurs juristes. Et c'est rapidement assez complexe ce qui a été fait. Et les responsabilités ont été transformées en engagement de service et bien sûr en pénalité pour non-respect de ces engagements de service. Donc tout ça, c'est dans un document un peu barbare qui s'appelle la spécification 10 du contrat des opérateurs de registre et qui définit notamment deux éléments. La notion d'EBERO, Emergency Backup Backend Registry Operator. En quelques mots, si vous n'assurez pas la gestion correcte de votre domaine au regard des SLA contractuels qui sont définis, l'ICANN peut appointer un opérateur intérimaire et vous retirer le domaine. Et la définition des SLA et des pénalités avec un wording qui est très très juridique. Alors les opérateurs de l'ICANN ont eu beaucoup de mal quand on leur a donné ce contrat. On leur a dit voilà ce qu'il va falloir monitorer et implémenter parce qu'on a mis des pénalités et on a des engagements et des obligations réciproques avec nos registrars. Et la traduction de ce document juridique en termes techniques, qu'est-ce que je dois monitorer, comment je dois représenter mes SLA, qu'est-ce que je vais en faire, comment est-ce que je les publie, qui y accède, ça a pris un petit peu moins de 10 mois. D'accord ? Donc c'était assez complexe de traduire du langage juridique au langage, de comprendre déjà le langage juridique et puis ensuite de le traduire en termes techniques. Alors cette traduction technique, en quelques mots, elle est basée sur 3 services principaux, le service DNS, le service WIS et le service EPP, qui est le service de provisioning des domaines, c'est-à-dire c'est l'API qui va me permettre de créer, de détruire, de modifier un domaine. Et on a 12 indicateurs principaux de disponibilité, de temps de réponse, de temps de mise à jour, de gestion de ce service DNS avec des engagements. Et ces engagements, vous avez tous des systèmes en production, ces engagements ils sont assez forts.
puisqu'on n'est pas sur du 5.9 ou quoi que ce soit, on est sur du 100%. Le service DNS, partout dans le monde, pour un domaine, doit être disponible 100% du temps. C'est assez significatif et c'est assez... Il n'y a pas beaucoup d'industriels, de DSI, il y a assez peu de personnes finalement qui s'engagent sur un service disponible 100% du temps. On va voir qu'il y a des contraintes assez fortes de plus sur ce service, puisque une indisponibilité de 30 secondes d'un nom de domaine, c'est 100 000 dollars de pénalité. Et quand on parle de 30 minutes, on est sur 1 million de dollars par tranche de 30 minutes d'indisponibilité du service. Donc, et ça c'est sur un indicateur bien sûr, alors on a toute une chaîne de SLA et d'engagement de pénalité. Donc on comprend la criticité de ça, puisqu'on a deux parties juridiques qui ont signé cet engagement de service, ce besoin de disponibilité du service. Et ensuite, on a des équipes techniques qui sont en charge de l'implémentation de ça dans le monde réel. D'accord ? Donc toute la complexité du projet, elle est partiellement venue d'ici, elle est également partiellement venue des problématiques géopolitiques, notamment qu'on peut avoir. La notion d'héberot, vous avez le domaine.fr, je suis l'AFNIC, je n'arrive plus à gérer le domaine.fr, on me le retire. Tous les domaines en .fr vont être hostés quelque part ailleurs. D'accord ? Ça pose des problèmes de gestion de la chaîne de confiance pour l'ensemble de l'économie numérique. Ça pose des problèmes politiques, tout simplement, de reroutage du trafic. Typiquement, le mécanisme d'héberot, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, si pendant plus de 4 heures, sur une semaine, j'ai cumulé plus de 4 heures d'indisponibilité du service DNS pour un domaine, ce que va faire l'ICANN, l'ICANN va activer un opérateur intérimaire et lui transférer l'ensemble des domaines que vous avez. Tout ça, bien sûr, pour maintenir le service. Alors, les équipes techniques de l'ICANN et leurs excellents... l'ICANN, c'est une organisation Internet, c'est-à-dire que c'est basé sur une distribution des rôles en fonction des différents enjeux qu'on a, du politique, de l'industriel, de l'économique, de la recherche, du communautaire, des juristes. Il y a de tout. Donc tout le monde a travaillé un peu là-dessus pendant un petit peu plus de 10 mois pour permettre de contrôler en temps réel la disponibilité de ces services. Les grands principes sont les suivants. On choisit une plateforme. Le choix, il était fait sur la plateforme Zabbix. Je vais expliquer dans un instant pourquoi et ce que ça a permis de faire avec deux étapes principales. La première étape, c'était de montrer qu'on était capable de superviser le service DNS selon les engagements de service contractuels et selon les termes juridiques qui étaient dans le contrat avec chaque opérateur, et qu'on était en mesure de réaliser un test de bout en bout, c'est-à-dire un test non pas technique de disponibilité du service, un test d'utilisabilité du service. Il fallait que je me positionne comme un opérateur au plus proche de 1700 domaines dans le monde, dans toutes les langues, de manière à gérer ça. D'accord ? Et ensuite déployer ça sur le service de provisioning pour les registrars et sur le service WHOIS. Ça a duré quelques mois en termes de déploiement, et puis ensuite, ça a été une gestion contractuelle pendant 1 an avec les utilisateurs, c'est-à-dire les opérateurs de registre, de manière à constituer un retour d'expérience d'1 an, une phase de ramp-up si on veut, avant de pouvoir déclencher les pénalités. D'accord ? On parle de ce niveau de pénalité, bien sûr, on fait nécessairement attention. Les composants sont très simples. Une plateforme de supervision sur la souche 2.0 de Zabbix qui va s'appuyer sur des développements complémentaires. En fait, Zabbix, en quelques mots, c'est un éditeur à philosophie open source. C'est-à-dire, on n'est pas sur un produit communautaire, on est sur un produit qui a une roadmap, qui a une équipe de développement salariée de Zabbix, avec des bureaux aux US, au Japon et en Europe, de manière à adapter et à créer les outils de supervision nécessaires à ces besoins, à définir une API pour permettre aux opérateurs de registre d'aller chercher ces informations et à mettre tout ça dans un portail de reporting. Un réseau de 40 sondes distribuées partout sur Internet qui vont réaliser des tests de service, le monitoring en soi, et des mécanismes d'alerte téléphonique. À chaque fois, au bout de quelques minutes d'indisponibilité d'un domaine, tu vas avoir une alerte email et une alerte téléphonique avec un opérateur NOC Services qui cherche à s'assurer que l'opérateur de registre a bien pris en compte ça. Et ces sondes sont déployées un peu partout sur Internet, à nouveau, toujours au plus près des utilisateurs.
Les principes sont très très simples, sachant que l'ICANN a des problématiques techniques, on ne peut pas faire confiance à Internet, donc je ne peux pas mettre 1 million d'euros à quelqu'un en lui disant j'ai pas réussi à résoudre une réponse DNS. Donc depuis 40 sondes qu'on a vues sur le réseau, on va monitorer toutes les minutes 18 tests, 12 en IPv4, 6 en IPv6, pour chacun des domaines depuis ces 40 emplacements. D'accord ? Bonjour, on a démarré avec un tout petit peu de retard, on a vu, on va pouvoir, on a fini dans quelques minutes. Allez-y. L'idée du SLA, c'est de dire si la moitié ou plus des sondes m'indiquent qu'un service est down, alors je pense que ce service est down et je marque le SLA down. D'accord ? Donc j'ai un traitement qui est fait de corrélation qui est fait au niveau de chaque sonde et au niveau du processeur central pour gérer ça. Alors ce processeur central, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait chaque minute 18 tests sur 40 sondes. Chaque minute pendant un mois, soit à peu près 30 millions d'entrées de bases de données par mois, 12 millions d'alertes qui sont définies, fois 1700 noms de domaines. 40 sondes sur 1700 noms de domaines, chaque minute, sur 18 tests réalisés, 12 en IPv4, 6 en IPv6. Et ça fait à peu près une base de données de 50 milliards d'enregistrements, avec des petites contraintes de service, puisque dans la mission de l'ICANN et dans le blabla juridique dont on parlait tout à l'heure, eh bien, ces données elles doivent être conservées à vie. Donc à vie, c'est long. D'accord ? C'est vraiment, vraiment long. Alors, bon, il a fallu arbitrer, et en fait, on va garder en RAM ces données pendant 60 jours. Et au bout de 60 jours, on va les décharger, les offloader sur un système pour lequel, alors qui va servir essentiellement à des fins d'archives juridiques. D'accord ? Si jamais on choisit de déclencher un SLA, n'importe quand dans le temps, on doit pouvoir revenir en 1900, alors imaginons que ça a été fait en 1970, en 1970, montrer, vous avez raté un ping, vous avez raté un problème DNS. Pour ceux qui connaissent d'autres outils type Nagios, cette métrique ici, chaque seconde on ingère 25 000 enregistrements dans la base de données, ça ferait quelques millions, disons 80 millions de checks Nagios en termes de sizing. Donc on est sur une machine assez costaud quand même, avec un SAN full SSD pour gérer ça. Oui. Alors, hop. Ça, c'est juste pour la technique. Désolé, on m'impose ça aussi. Voilà, on aura votre question. Ouais. Ça marche là ou pas? Ouais. C'est bon, c'est juste pour l'enregistrement. Ok. Sur les noms de domaine, vous en avez pris 17, c'est ça représente c'est 1700. 1700 et il y en a à peu près combien? On a plus de. Alors il y en a 1189 en production. Ouais. D'accord. Et donc il y en a toujours 600, 700 qui sont en transition. C'est-à-dire en création, en attente de destruction, en mouvement. D'accord. Donc toute la prod du système DNS mondial est aujourd'hui supervisée. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Eh bien, merci beaucoup. Je vous invite si vous voulez récupérer les slides, je vous invite à descendre nous voir au stand C10, nous laisser votre adresse email, on les envoie. Sinon, ils seront bien sûr disponibles via le feedback de l'événement. Il y a quelques slides en plus sur Zabbix, sur la solution. N'hésitez pas à passer nous voir. Oui. C10.